Je m'appelle Joshua Sterling, j'ai 32 ans, et mon propre père vient de me rire au nez tout en détruisant mon héritage. Avant de vous raconter comment un morceau de plastique scotché a fait tomber un empire corporatif et révélé un secret de 12 millions de dollars, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Je les lis tous. L'odeur des lys me rend toujours malade maintenant. Elle me rappelle la pluie, les parapluies noirs et le bruit creux de la terre frappant un cercueil en acajou. Nous étions assis dans le bureau de l'avocat, un gratte-ciel du centre-ville de Chicago qui sentait le polish au citron et la vieille fortune. Les funérailles avaient eu lieu il y a 2 heures. Mes yeux piquaient encore à cause du vent au cimetière, ou peut-être à cause des larmes que je refusais de laisser couler devant eux. De l'autre côté de la longue table en chêne était assis mon père, Richard Sterling. Il vérifiait sa Rolex, l'air ennuyé. Il tapotait ses doigts sur la coudoir en cuir, un tic nerveux que je connaissais depuis l'enfance. À côté de lui se trouvait Helena, ma belle-mère, habillée comme pour un défilé de mode plutôt que pour des funérailles. Et puis il y avait Hunter, mon demi-frère de 25 ans, faisant défiler son téléphone, mâchant du chewing-gum la bouche ouverte. Il ressemblait à une famille. Il ressemblait au Sterling des couvertures de magazines. J'étais l'intrus. Mes bottes avaient de la boue sur les talons. Mon costume était de prêt-à-porter, un peu serré aux épaules à cause du travail manuel que je fais tous les jours. Je suis architecte paysagiste. Je travaille avec la terre, la pierre et les arbres. Mes mains sont rugueuses. Les leurs sont manucurées. Finissons, Davis, dit mon père, sa voix résonnant dans la pièce calme. J'ai une réunion du conseil d'administration à 16 heures. Le vieil homme ne croyait pas à la brièveté. Mais moi si, Monsieur Davis, l'avocat de longue date de grand-père, ajusta ses lunettes. Il regarda mon père avec un mélange de pitié et de dédain. Votre père, Monsieur Samuel Sterling, était un homme de détail, Richard. Vous feriez bien de respecter cela. Richard ricana. Je respecte les actifs. Lisez juste la répartition. Le testament était standard au début. La succession était massive. Le portefeuille, les actions, les propriétés dans les hantons. Tout allait au fonds familial Sterling, dont Richard était l'actuel exécutif. J'ai vu la cupidité se détendre dans les épaules d'Helena. Elle serra la main de Richard. Ils étaient en sécurité. L'empire était à eux. Puis vint mon nom. À mon petit-fils Joshua, lut Monsieur Davis, sa voix s'adoucissant. Le seul qui m'ait jamais posé des questions sur les arbres, pas sur la valeur du bois. Je te laisse la ferme dans le Wisconsin et les 40 acres de pépinière qui l'entourent. La ferme de terre, ricana Hunter sans lever les yeux de son téléphone. Belle prise, Josh. Je l'ignorais. Cette ferme était l'endroit où maman était enterrée. C'était là que grand-père m'avait appris à greffer des pommiers. Elle valait plus pour moi que tout leur portefeuille. Et, poursuivit Monsieur Davis en fouillant dans un tiroir. Il t'a laissé ceci. Il glissa une petite enveloppe blanche ordinaire sur la table polie. Elle semblait insignifiante. Il n'y avait pas de seau de cire, pas de papier cartonné lourd, juste une enveloppe fragile avec pour Joshua écrit de l'écriture tremblante de grand-père. Mon cœur martelait contre mes côtes. J'ai tendu la main et l'ai prise. Mes doigts tremblaient légèrement. Je l'ai déchirée. À l'intérieur se trouvait une carte. Ce n'était pas un chèque. Ce n'était pas un acte de propriété. C'était une carte de crédit noire, mais elle était étrange. Elle était en métal lourd, mais rayée et usée sur les bords. Il n'y avait pas de numéro sur le devant, pas de date d'expiration, pas de logo de banque, juste une petite puce dorée sur le côté gauche et une bande magnétique au dos. Elle n'avait même pas mon nom dessus. J'ai froncé les sourcils, la retournant dans ma main. « Qu'est-ce que c'est » demanda Richard, se penchant en avant, les yeux plissés. « Une carte cadeau ?»« C'est une clé, » dit Monsieur Davis énigmatiquement. Samuel a dit que Joshua saurait quoi en faire. Je ne savais pas quoi en faire. J'ai regardé l'avocat, confus. « Laisse-moi voir ça » exigea Richard. Il n'attendit pas la permission. Il m'arracha la carte des mains. Et je commençais à me lever, mais Richard l'inspectait déjà. Il la tint à la lumière, la retournant. Il laissa échapper un rire aboyant. C'est ce qu'il t'a laissé ?
C'est des ordures, Joshua. C'est un vieux prototype. Je me souviens de ça. Papa a essayé de lancer une coopérative de crédit privé dans les années 90. Échec. C'est un souvenir d'un projet raté. C'était ta grand-père, dis-je, ma voix basse. Rends-la-moi. C'est de la camelote, dit Richard, son visage se tordant en un rictus. Tout comme cette ferme. Il se moque de toi, mon garçon. Tu ne vois pas? Il donne les millions aux gagnants et les ordures aux jardiniers. Richard, arrête, dit Helena, bien qu'elle souriait. Non, il doit apprendre, dit Richard. Il se leva, marchant vers la déchiqueteuse dans le coin du bureau. Tu dois arrêter de t'accrocher au passé, Josh. C'est pathétique. Le vieil homme est parti. Sa camelote sentimentale part avec lui. Non, hurlai-je en me jetant en avant. J'étais trop lent. Richard n'utilisa pas la déchiqueteuse. Il vit une paire de longs ciseaux argentés posés sur le bureau de Monsieur Davis. Il les saisit. Crac. Le son fut net et final. Il coupa la carte en métal noir en deux, en plein milieu. Voilà, dit Richard en jetant les deux moitiés dans la corbeille à papier en métal à côté du bureau. Elles cliquetèrent contre le fond. Maintenant, tu n'as plus à perdre ton temps à te demander. Grandis, Joshua. Trouve un vrai travail. Peut-être qu'alors tu gagneras une vraie carte. La pièce devint silencieuse. Même Hunter arrêta d'envoyer des textos. Monsieur Davis se leva, le visage pâle. Monsieur Sterling, vous n'aviez aucun droit. J'ai tous les droits, rugit Richard en claquant sa main sur la table. Je suis le chef de cette famille maintenant. Je dirige Sterling Corporation. Je décide de ce qui a de la valeur et de ce qui est une ordure. Je restais là, les poings serrés sur les côtés. La chaleur montait dans mon cou. Je voulais le frapper. Dieu, je voulais le frapper, mais j'ai regardé son visage. Rouge, en sueur, arrogant. Il voulait une réaction. Il voulait que je crie pour pouvoir me traiter d'instable. Il voulait prouver que j'étais le fils faible et émotif. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai marché jusqu'à la corbeille à papier. Qu'est-ce que tu fais, fouiller dans les poubelles, ria Hunter. Approprié. Je me suis baissé et j'ai ramassé les deux moitiés de la carte noire. La coupe était irrégulière, mais il avait manqué la puce dorée. La puce était sur la moitié gauche, toujours intacte. J'ai mis les morceaux dans ma poche. Tu as raison, papa, dis-je, ma voix étonnamment stable. Les ordures vont avec les ordures. C'est pourquoi je quitte cette pièce. Je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai juste fermée. J'ai pris l'ascenseur pour descendre 40 étages. Je suis sorti sous la pluie de Chicago. Je n'avais pas de parapluie. J'ai laissé l'eau tremper mon costume bon marché. J'ai marché jusqu'à mon vieux Ford F-150 dans le parking. Je suis resté assis dans le camion pendant un long moment, fixant la carte cassée dans ma paume. Grand-père, qu'est-ce que c'est? Pourquoi me donner ça si c'était juste pour me briser le cœur? J'ai conduit jusqu'au Wisconsin. Ça a pris 3 heures. Quand je suis arrivé à la ferme, il faisait nuit. La maison était froide. J'ai allumé les lumières de la cuisine. J'ai posé les deux moitiés de la carte sur la table en bois. Je suis allé au tiroir fourre-tout et j'ai trouvé un rouleau de ruban adhésif transparent. J'ai soigneusement aligné les bords. Je les ai scotchés ensemble. Ça avait l'air ridicule. Une lourde carte en métal noir maintenue par une bande de ruban adhésif bon marché. Un jouet, chuchotai-je à la pièce vide. Juste un jouet. Mes grands-pères ne jouaient pas à des jeux. Pas comme ça. J'avais besoin de savoir. J'ai attrapé mes clés. Il y avait un vieux distributeur automatique à la station-service à 3 miles sur la route. C'était une machine poussiéreuse et isolée qui ne distribuait généralement que des billets de $20 pour les camionneurs. J'y suis allé dans le noir. La pluie s'était transformée en bruine. Je me tenais devant la machine. L'enseigne au néon de la station-service bourdonnait au-dessus. J'ai regardé la carte. Elle était épaisse. Elle pourrait bloquer la machine. Allez, on y va, marmonnai-je.
J'ai inséré la carte scotchée dans la fente. J'ai dû la remuer légèrement pour la faire passer le mécanisme de lecture. La machine a vrombi. Elle a fait un bruit de cliquetis. J'attendais le message d'erreur. Erreur de lecture de carte. Carte invalide. Veuillez contacter l'émetteur. L'écran a clignoté en bleu. Puis noir. Puis un texte vert vif est apparu. Pixelisé. Texte vieille école. Identité vérifiée. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Bienvenue. Propriétaire. Propriétaire. Pas client. Pas utilisateur. Propriétaire. L'écran a changé à nouveau. Sélectionnez transaction. Retrait. État du compte. Conciergerie. J'ai appuyé sur état du compte. Je m'attendais à voir un zéro ou peut-être quelques milliers que grand-père avait cachés. La machine a réfléchi une seconde. Puis le nombre a clignoté sur l'écran. Solde illimité. J'ai cligné des yeux. J'ai frotté mes yeux. La pluie coulait de mon nez. Illimité. En dessous, un message plus petit défilait. Avertissement. Intégrité physique de la clé compromise. Protocole de sécurité initié. Avant que je puisse réagir, la machine a recraché la carte. Mais elle ne l'a pas simplement recrachée. L'écran a clignoté en rouge. Veuillez rester à cet endroit. Coursier en route. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai regardé le distributeur, puis mon téléphone. J'ai répondu. Monsieur Sterling ? La voix était profonde, britannique et incroyablement calme. Elle ressemblait à un majordome de film, mais avec une pointe d'acier. Qui est-ce ? demandai-je. C'est Arthur. Je gère le Sovereign Trust. Nous avons reçu un signal de détresse de votre clé de fondateur. Il semble que l'intégrité structurelle ait été endommagée. Mon père, il l'a coupée, bafouillai-je. Je l'ai scotché. Je vois, dit Arthur. Il semblait indifférent. Ne vous inquiétez pas, monsieur. La puce est l'ADN. Le plastique n'est que le vaisseau. Restez exactement où vous êtes. Ne quittez pas la station-service. Nous sommes à 2 minutes. 2 minutes ? Je suis au milieu de nulle part dans le Wisconsin. Nous sommes toujours proches, monsieur. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. 2 minutes plus tard, j'ai entendu le son. Pas une voiture. Des hélicoptères. Le bruit des pales de rotor tranchait l'air humide de la nuit, vibrant dans ma poitrine. J'ai levé les yeux. Un hélicoptère noir, élégant et dépourvu de tout marquage, descendait dans le champ vide adjacent à la station-service. Le projecteur de son nez a balayé l'asphalte mouillé, m'aveuglant une seconde avant de se poser sur mon camion. J'ai reculé, protégeant mes yeux. Le pompiste, un adolescent nommé Mike, qui dormait habituellement derrière le comptoir, a couru dehors, la mâchoire tombante. « Josh, qu'est-ce que tu as fait bordel » hurla Mike par-dessus le bruit. « Je ne sais pas » hurlai-je en retour. L'hélicoptère ne s'est pas éteint. La porte latérale a coulissé et 2 hommes en costume sombre ont sauté. Ils n'ont pas couru. Ils se déplaçaient avec une précision terrifiante et efficace. Ils gardaient la tête basse, s'approchant de moi. L'un d'eux portait une mallette métallique menottée à son poignet. Ils se sont arrêtés à 3 pieds devant moi. « Monsieur Joshua Sterling » demanda l'homme à la mallette. Il avait une cicatrice traversant son sourcil et semblait manger des cailloux au petit déjeuner. « Oui, dis-je. »« Identification, s'il vous plaît. » J'ai fouillé mon portefeuille et lui ai montré mon permis de conduire. Il l'a scanné avec un petit appareil. Une lumière verte a bipé. « Identité confirmée » dit-il dans son oreillette. Il se tourna vers moi. « Monsieur, veuillez présenter la clé endommagée. » J'ai tendu la carte scotchée. Je me sentais embarrassé. Elle avait l'air si pathétique sous la lumière du projecteur de l'hélicoptère. L'homme l'a prise avec des gants blancs. Il a inspecté la puce. Puce intacte. Tentative de destruction non autorisée notée.
Il a posé la mallette sur le capot de mon vieux Ford F-150 rouillé. Il a fait tourner les cadrans de la serrure. Clic, clic, clic. La mallette s'est ouverte. À l'intérieur, nichée dans du velours noir, se trouvait une nouvelle carte, mais ce n'était pas du plastique. C'était du métal noir mat, plus lourd que la première. Elle semblait absorber la lumière autour d'elle. Au centre, gravé au laser argenté subtil, se trouvait mon nom, Joshua Sterling. Votre clé de fondateur centurion de remplacement, monsieur, dit l'homme. Activée et liée biométriquement. Veuillez placer votre pouce sur le capteur. Il pointa un petit carré au coin de la carte. J'ai appuyé mon pouce. La carte a vibré légèrement et une minuscule LED sur le bord a clignoté en bleu une fois. Le trust est sécurisé, dit l'homme. Il me tendit la carte. Elle semblait chaude. Monsieur Arthur est en ligne 2 sur le téléphone sécurisé dans la mallette. Veuillez le prendre. Il me tendit un téléphone noir élégant sans bouton de la mallette. Allô, dis-je. Monsieur Sterling, la voix d'Arthur revint claire comme une cloche. Mes excuses pour l'entrée dramatique. Nous prenons la sécurité de la clé du fondateur très au sérieux. Votre grand-père Samuel a conçu les protocoles lui-même. Arthur, qu'est-ce qui se passe, demandai-je, m'appuyant contre mon camion pour me soutenir. Le distributeur a dit. Illimité. C'est impossible. Ce n'est pas un compte bancaire, monsieur, expliqua Arthur patiemment. C'est un fonds souverain. Pensez-y comme une banque centrale privée. Votre grand-père n'investissait pas seulement dans des actions. Dans les années 80, il était le financier silencieux derrière 3 des plus grands réseaux d'infrastructures technologiques au monde. Il a conservé 51% de la propriété des brevets. Chaque fois que quelqu'un passe une carte de crédit en Amérique du Nord, une fraction de centime va dans le fond. Cela s'accumule depuis 40 ans. Mes genoux ont lâché. J'ai glissé le long de mon camion jusqu'à m'asseoir sur le trottoir sale. Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il rien dit à personne? Pour vous protéger, dit Arthur. Et pour les tester. Il savait que Richard était imprudent. Il savait que votre belle-mère était avide. Il voulait voir qui traiterait un morceau de plastique rayé avec respect. Seul celui qui valorisait l'histoire gagnerait l'avenir. Alors qu'est-ce que cela signifie, demandai-je. Que puis-je faire? Tout ce que vous souhaitez, dit Arthur. Les actifs liquides disponibles pour vous ce matin sont d'environ 480 millions de dollars. La valeur totale des actifs dépasse 2 milliards. Mais, monsieur Sterling, il y a un hic. Il y a toujours un hic, chuchotai-je. Vous possédez la dette, dit Arthur. Quelle dette? Sterling Corporation. L'entreprise de votre père. Elle n'est pas rentable, monsieur. Elle ne l'est plus depuis 5 ans. Votre père a contracté des prêts massifs pour maintenir les apparences. Il a hypothéqué l'entreprise, les maisons, tout. Et le prêteur principal pour ces prêts à haut risque est le trust. Mon cerveau tournait. Mon père n'était pas seulement méchant. Il était fauché et il empruntait de l'argent au grand-père même qu'il moquait. Le sait-il, demandai-je. Non, il a traité avec des sociétés écrans. Il n'a aucune idée que le trust tient sa laisse. Et maintenant que vous possédez la clé, vous tenez la laisse. J'ai regardé la carte noire dans ma main. La pluie sifflait contre le moteur chaud de l'hélicoptère. Que se passe-t-il maintenant? Cela dépend de vous, monsieur, dit Arthur. Vous pouvez le liquider demain. Vous pouvez saisir tout ou vous pouvez attendre. Je me suis levé. La colère du bureau de l'avocat m'a envahi à nouveau, mais cette fois ce n'était pas chaud et impuissant. C'était froid et calculateur. Il a appelé ça des ordures, dis-je. Il l'a coupé. Alors peut-être, dit Arthur, sa voix baissant d'une octave, est-il temps que nous lui montrions ce que les ordures peuvent faire? Arthur, dis-je, gardez l'hélicoptère. Je rentre chez moi en camion. J'ai du travail demain matin. Très bien, monsieur. J'assigne une équipe de sécurité à votre périmètre. Invisible, bien sûr. Passez une bonne soirée. La ligne a coupé. Les agents ont repris le téléphone, fermé la mallette, m'ont salué et étaient de retour dans l'hélicoptère en 10 secondes. Ils ont décollé, disparaissant dans la nuit.
Je suis resté là dans le silence de la station-service. Mike, le pompiste, me fixait depuis l'embrasure de la porte, tenant un Twinkie à moitié mangé. « Mec », chuchota Mike. « T'es genre un espion ?»« Non, Mike », dis-je en montant dans ma vieille Ford. « Je suis juste un architecte paysagiste. J'ai conduit chez moi, mais je n'ai pas dormi. Je me suis assis à ma table de cuisine, la carte en titane posée à côté d'une tasse de café froid. J'ai commencé à faire des recherches. J'ai sorti des registres publics, des déclarations fiscales, des choses que ma femme Sarah m'avait appris à chercher. Elle était enseignante, mais elle avait un esprit pour les détails médico-légaux. Quand Sarah s'est réveillée à 6 heures, elle m'a trouvé là. Josh, elle frotta ses yeux, ses cheveux en désordre. « As-tu dormi ?»« Non, dis-je. »« Chérie, assieds-toi. Nous devons parler du fonds pour l'université et de l'hypothèque et de tout. » Je lui ai dit. Je lui ai montré la carte. Je m'attendais à ce qu'elle crie ou danse. Mais Sarah a juste pleuré. Elle a tenu mon visage et a pleuré. Pas pour l'argent, mais pour le soulagement. Pour le fait que nous ne perdrions pas la ferme. Nous ne pouvons pas leur dire, dit Sarah, ses yeux féroces. Pas encore. Richard essaiera de la voler. Il fera un procès. Il mentira. Je sais, dis-je. Nous allons jouer intelligemment, mais la paix ne dure pas longtemps dans ma famille. À 9 heures, un grondement a secoué notre allée. Ce n'était pas un hélicoptère cette fois. C'était le rugissement agressif distinctif d'un moteur V12. J'ai regardé par la fenêtre. Une Lamborghini Huracan Sto vert citron déchiquetait le gravier de mon allée, projetant des pierres dans mes parterres de fleurs. Derrière elle se trouvait l'énorme Rolls-Royce culinant de mon père. Ils étaient là. Reste à l'intérieur, dis-je à Sarah. Sûrement pas, dit-elle en attrapant son manteau. Je suis sorti sur le porche. Hunter est sorti de la Lamborghini. Il portait des lunettes de soleil, même si le temps était couvert. Il a regardé ma maison comme si c'était une maladie contagieuse. Richard est sorti de la Rolls-Royce. Il avait l'air impeccable comme toujours, mais il y avait une tension autour de ses yeux, un désespoir. « Bonjour, Joshua », cria Richard, ne prenant pas la peine de monter les marches. « Nous devons signer des papiers. »« Les funérailles étaient hier, dis-je, m'appuyant contre la balustrade du porche. »« Je suis en deuil, papa. »« Va-t'en. »« Ça ne peut pas attendre, » dit Richard, marchant vers l'un de mes précieux érables japonais. Il cueillit une feuille et l'écrasa. « J'ai un acheteur pour ce terrain, un promoteur. Ils veulent construire des condos. L'offre est généreuse. Ça couvrira ton style de vie pour quelques années. »« Je ne vends pas, dis-je. »« Tu n'as pas le choix, » hurla Hunter. Il marcha vers une rangée de jeunes arbres que je greffais depuis 3 ans. Il donna un coup de pied dans l'un d'eux. Le bois craqua. « Et » criai-je en descendant les escaliers. « Oups » ricana Hunter. Maladroit que je suis. Tu vois, Josh, cet endroit est un dépotoir. Tu ne peux pas l'entretenir. Vends-le. Nous avons besoin de l'argent. Je veux dire, tu as besoin de l'argent. Il avait dérapé. Nous avons besoin de l'argent. Richard lança un avertissement à Hunter. Écoute, ce que ton frère veut dire, c'est que les droits de succession sont élevés, Joshua. Nous essayons de t'aider à éviter la faillite. Les avocats ont rédigé un acte de renonciation. Signe-le et je te fais un chèque de $50 000 tout de suite. 50 000 pour un terrain qui vaut 2 millions. Dégagez de ma propriété, dis-je bas et dangereux. Le visage de Richard se durcit. Ne sois pas stupide. Je suis l'exécuteur. Je peux bloquer ce terrain au tribunal des successions pendant 10 ans. Tu te saigneras à blanc en frais juridiques. Tu perdras tout. Ta femme te quittera. Signe ce putain de papier. Il agita un document devant mon visage. J'ai regardé le document. Puis j'ai regardé le jeune arbre brisé au sol. Ma main est allée à ma poche. J'ai senti le métal froid de la carte en titane. Non, dis-je. Le mot resta suspendu dans l'air humide du matin comme un coup de feu. Non. Mon père cligna des yeux. Il n'était pas habitué à entendre ce mot,
surtout pas de ma part. Pour Richard Sterling, je n'étais que Josh le jardinier, la déception au cœur tendre qui préférait la terre aux dividendes. Il prenait mon silence pour de la faiblesse et ma patience pour de la soumission. Pardon? Richard s'approcha, envahissant mon espace personnel. Je pouvais sentir son eau de Cologne, bois de santal et scotch cher. C'était l'odeur de mon anxiété d'enfance. Je ne pense pas que tu comprennes la situation, fils. Ce n'est pas une négociation. Je t'offre une bouée de sauvetage. Je comprends parfaitement, dis-je, tenant bon. Je n'ai pas reculé. Tu es fauché, papa. Hunter éclata de rire. Un son dur et caquetant. Fauché? As-tu vu la voiture dans laquelle je suis venu? Elle coûte plus cher que toute ta vie, loser. Loué, dis-je calmement, regardant la Lamborghini. Et 3 mois de retard sur les paiements. Le rire de Hunter mourut dans sa gorge. Ses yeux se posèrent sur Richard. Le visage de Richard prit une teinte pourpre que je n'avais vue qu'une fois auparavant, quand la SEC l'avait audité en 2008. Où as-tu entendu ça? C'est de la calomnie. Je pourrais te poursuivre pour ça. Est-ce de la calomnie si c'est vrai? Demandai-je. Je suis au courant des pré-relais, papa. Je suis au courant de la crise de liquidité chez Sterling Corporation. Je sais que tu essaies de vendre cette ferme parce que tu as besoin du capital pour couvrir l'appel de marge sur la tour de Chicago. Richard se figea. La confiance s'évapora, remplacée par une concentration froide et prédatrice. Tu as parlé à Davis, ce vieux rat traître. Je vais le faire rayer du barreau. Davis ne m'a rien dit, dis-je. Alors qui? Grogna Richard. Il attrapa le col de ma chemise. Sarah cria depuis le porche. Lâche-le, hurla-t-elle en dévalant les escaliers. Richard me repoussa. J'ai trébuché mais j'ai gardé mon équilibre. Écoute-moi, petit parasite ingrat, siffla Richard, pointant un doigt manucuré vers mon visage. Tu penses savoir comment le monde fonctionne parce que tu as lu quelques blogs financiers? J'ai bâti cette famille. Je garde les loups à la porte. Si je tombe, le nom Sterling tombe, et tu vas faire ton devoir. Tu vas céder cette ferme. Ou que Dieu me vienne en aide, je t'enterrerai. Comment? Demandai-je. Avec quel argent? J'ai un pouvoir que tu ne peux pas imaginer, mentit Richard. J'ai des relations. Je peux m'assurer qu'aucune pépinière de l'État ne t'achète. Je peux faire résonner ce terrain comme site d'élimination des déchets. Je peux raser cette maison avec toi à l'intérieur. Hunter, sentant l'agression de son père, décida de se joindre à lui. Il marcha vers ma serre, celle que grand-père et moi avions construite de nos propres mains. Elle était en verre et cèdre, remplie d'orchidées rares que je cultivais. Belle maison de verre, Josh, dit Hunter en ramassant une lourde pierre de jardin. Ce serait dommage s'il grêlait. Hunter, pose la pierre, avertis-je. Ma voix ne tremblait plus. Signe le papier, hurla Hunter, et il lança la pierre. Crash. Le bruit du verre brisé était écœurant. Une grande vitre du côté ouest de la serre explosa. Des éclats de verre tombèrent sur mes orchidées. Sarah halta, couvrant sa bouche. Quelque chose en moi craqua. Pas un craquement chaud comme un pétard, mais un craquement froid comme un glacier qui se brise. J'ai regardé le verre brisé. Puis j'ai regardé Hunter, qui souriait, se penchant pour ramasser une autre pierre. Ça suffit, dis-je. J'ai sorti mon téléphone. Je n'ai pas composé le 911. J'ai composé le seul numéro enregistré dans mes favoris. Arthur, dis-je dans le téléphone, assez fort pour qu'ils entendent. Prêt et en attente, monsieur, la voix d'Arthur vint instantanément. J'aimerais autoriser un achat, dis-je, fixant mon père dans les yeux. Richard semblait confus. Qui appelle-t-il? La police? Vas-y. Je possède le shérif. Je n'appelle pas la police, dis-je à Richard, puis dans le téléphone, le paquet de dettes de Sterling Corporation. Les billets de classe B détenus par Vantage Capital. Sont-ils toujours à vendre? Richard blêmit. Vantage Capital était son plus grand créancier. Il détenait les billets sur ses prêts personnels, ceux garantis par ses actions dans l'entreprise. Ils sont disponibles, monsieur, confirma Arthur.
Le prix est de 40 millions de dollars. La valorisation actuelle est au niveau de détresse. Achetez-les, dis-je. Prix fort. Exécutez immédiatement. Confirmé. Transfert des fonds. Transaction terminée. Vous êtes maintenant le détenteur majoritaire des billets de classe B. J'ai raccroché le téléphone et les glissé dans ma poche. Richard me fixait, la bouche légèrement ouverte. Qui était-ce? Qu'est-ce que tu viens de dire? Vantage Capital vient de vendre ta dette, dis-je froidement. À moi. Toi. Hunter ricana, jetant la pierre de côté. Tu ne peux même pas te permettre de réparer cette fenêtre. Tu bluffes. Papa, allons chercher les bulldozers. Mais Richard n'écoutait pas Hunter. Il regardait son téléphone. Une notification venait d'arriver. Son email a sonné. Il l'a ouvert. J'ai regardé ses yeux scanner l'écran. J'ai vu le sang se retirer de son visage jusqu'à ce qu'il ressemble à un fantôme. C'est impossible, chuchota Richard. Le détenteur officiel a changé. Le trust des fondateurs. Il leva les yeux vers moi, la terreur dans le regard. Comment? Ce trust. Papa l'a verrouillé. Personne n'y a accès. La carte était une ordure. J'ai fini pour lui, dis-je. Tu as dit que c'était une ordure, papa. J'ai fait un pas en avant. Richard a fait un pas en arrière. Dégagez de mes terres, dis-je. Et emportez votre Lamborghini loué avec vous. Si Hunter lance une pierre de plus, je n'appellerai pas le shérif. J'appellerai les agents de saisie. Je possède aussi le billet sur cette voiture, au fait. Vérifie la société écran. Hunter regarda son père. Papa, de quoi il parle? Monte dans la voiture, chuchota Richard, sa voix tremblante. Mais papa, la ferme. Monte dans la voiture, hurla Richard, sa voix se brisant. Hunter se précipita dans la Lamborghini, terrifié. Richard me regarda une dernière fois. Il n'y avait plus d'arrogance, juste de la confusion et de la peur. Il ne pouvait pas comprendre comment le fils qu'il avait brutalisé pendant 30 ans était soudainement devenu le géant qui le dominait. Nous en discuterons, dit Richard, essayant de retrouver un peu de dignité. Nous aurons une réunion. C'est un malentendu. Partez, dis-je. Ils sont partis. La Lamborghini a fait patiner ses pneus, projetant du gravier, mais elle manquait de la confiance de son arrivée. La Rolls-Royce a suivi lentement, comme un cortège funèbre. Je me suis tourné vers Sarah. Elle tremblait. « Viens-tu de dépenser 40 millions de dollars ?» demanda-t-elle, sa voix grinçante. « Techniquement, le trust l'a fait, dis-je. J'ai marché vers la serre. J'ai ramassé un éclat de verre. Mais ouais. Oh mon Dieu, expira Sarah, s'appuyant contre le poteau du Porsche. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, dis-je en regardant la poussière retomber sur l'allée. J'attends. Les hommes désespérés font des choses stupides. Il va essayer de riposter. J'avais raison. Ça a pris exactement 48 heures. J'étais dans la grange en train de réparer le tracteur quand un coursier est arrivé. Pas un hélicoptère noir cette fois, juste un messager à vélo ordinaire. Il m'a remis une épaisse enveloppe couleur crème avec un gaufrage à la feuille d'or. Je l'ai ouverte. Le gala de charité annuel de Sterling Corporation, le bal Saphir. Samedi, 19h. La grande salle de bal, le Ritz-Carlton. Il y avait une note manuscrite attachée à l'invitation. C'était d'Elena. Joshua, ton père se sent terriblement mal à propos du malentendu à la ferme. Nous voulons arranger les choses. Viens au gala. Nous annonçons un nouveau partenariat stratégique qui résoudra tous les problèmes financiers. S'il te plaît, viens. Nous sommes une famille après tout. Elena. J'ai tendu la note à Sarah. Elle l'a lue et a froncé les sourcils. C'est un piège, dit-elle immédiatement. Ils ne nous invitent jamais au gala. Ils disent que nous ne correspondons pas à l'esthétique. Je sais, dis-je. Il prépare quelque chose. Il dit qu'il a un partenaire stratégique. Il ment. Il ne sait pas encore que c'est moi qui détiens sa dette.
Il sait juste que c'est le trust. Il pense qu'il peut trouver un autre investisseur pour rembourser le trust. Alors, que fait-on? Demanda Sarah. On reste à la maison. J'ai regardé la graisse d'huile sur mes mains. J'ai regardé l'invitation. Non, dis-je. On y va. Josh, nous n'avons même pas de vêtements pour ça. La dernière fois que nous sommes allés à un dîner de famille, Elena s'est moquée de ma robe pendant 3 heures. Pas cette fois, dis-je. J'ai sorti la carte noire en titane. Elle a capté la lumière de la grange, brillant sombrement. Arthur, dis-je dans l'air, sachant qu'il écoutait probablement via l'application de conciergerie de la carte que j'avais installée. Mon téléphone a sonné instantanément. Monsieur, demanda Arthur. J'ai besoin d'un costume, dis-je. Et d'une robe pour ma femme. Pas du prêt-à-porter. Je veux le genre de vêtements qui font peur aux gens de vous parler. Compris, dit Arthur. Les essayages sur mesure arriveront chez vous à 14 heures. Et pour le transport? J'ai regardé mon vieux Ford F-150 rouillé. Puis j'ai regardé dans le coin de la grange sous une bâche poussiéreuse. C'était un projet sur lequel je travaillais depuis 5 ans, rassemblant des pièces de rechange, échangeant du travail contre des composants de moteur. Une Porsche 911 Turbo S de 1988. Elle était noire, élégante et dangereuse, mais elle avait besoin d'une reconstruction moteur que je ne pouvais pas me permettre. Arthur, dis-je, peux-tu faire venir une équipe de mécaniciens Porsche ici? J'ai une 911 qui a besoin de se réveiller. Considérez que c'est fait, monsieur. J'ai raccroché. J'ai regardé Sarah. Elle souriait. On va s'incruster à la fête, demanda-t-elle. Non, dis-je en essuyant la graisse de mes mains. On ne s'incruste pas. On l'achète. Les 3 jours suivants ont été un tourbillon d'activités que ma ferme tranquille n'avait jamais vu. Une équipe de tailleurs italiens est arrivée dans une camionnette. Ils ne parlaient pas beaucoup anglais, mais ils nous ont mesurés, Sarah et moi, avec l'intensité de chirurgiens. Pour Sarah, ils ont choisi une robe en soie vert émeraude profond qui lui allait comme une seconde peau. Elle était élégante, royale, et la faisait ressembler à une reine. Quand elle est sortie de la chambre, j'ai oublié de respirer pendant une seconde. Pour moi, ils ont conçu un smoking bleu nuit, si sombre qu'il paraissait noir sous la lumière jaune. Ce n'était pas Tapa accent grave l'œil. Il n'avait pas les revers chatoyants que mon père aimait. C'était discret. Il chuchotait le pouvoir plutôt que de le crier. Pendant ce temps, dans la grange, 4 mécaniciens d'un atelier spécialisé de Chicago travaillaient jour et nuit sur la Porsche. Arthur avait fait venir des pièces d'Allemagne par avion. Quand ils ont allumé le moteur vendredi soir, le son était guttural, un grondement bas et rauque qui a secoué la poussière des chevrons. On aurait dit une bête se réveillant d'un long coma. Mais pendant que nous nous préparions, je gardais un œil sur Richard. Arthur m'envoyait des rapports quotidiens. Richard était frénétique. Il appelait tout le monde en ville, gestionnaire de fonds spéculatifs, usuriers, même de vieux rivaux, essayant d'obtenir un prêt-relais pour rembourser le trust. Il disait à tout le monde qu'il avait un investisseur mystère prévu pour le gala qui sauverait l'entreprise. Il mentait pour gagner du temps. Il prévoyait d'utiliser le gala pour annoncer un faux accord, faire grimper le prix de l'action, puis vendre ses parts personnelles avant le crash. C'était du pur Richard Pump and Dump. Et il avait besoin de moi là-bas comme accessoire. Je soupçonnais qu'il prévoyait d'annoncer que j'avais accepté de vendre la ferme, utilisant cela comme garantie pour rassurer les banques. Il allait m'utiliser une dernière fois. Samedi soir est arrivé. L'air était vif. J'ai aidé Sarah à monter sur le siège passager de la Porsche. Elle avait l'air nerveuse. Prête, demandai-je en glissant sur le siège conducteur. Le cuir sentait le neuf. Le moteur tournait au ralenti avec une agressivité contenue. Non, admit-elle. Mais je veux voir la tête d'Elena quand elle verra cette robe. J'ai souri. C'est l'esprit. Nous avons conduit jusqu'à la ville. Le Ritz-Carlton brillait de lumière. Une file de limousines et de voitures de luxe s'étendait le long du pâté de maisons. Les valets couraient dans tous les sens. Les paparazzi faisaient clignoter leurs appareils photo sur les célébrités locales et les magnats des affaires. Quand la Porsche de 1988 est arrivée, le valet s'est arrêté. Ce n'était pas une supercar moderne comme la Lamborghini de Hunter.
C'était du vintage. C'était de la classe. Elle se démarquait dans la mer de plastique moderne et de chrome. Je suis sorti. Le valet s'est précipité pour ouvrir la porte de Sarah. Nous avons remonté le tapis rouge. J'ai vu les flashs crépiter. Ils ne savaient pas qui nous étions. Habituellement, le fils du jardinier entrait par la porte latérale, mais les vêtements et la voiture commandaient l'attention. À l'entrée de la salle de bal, Elena tenait sa cour. Elle portait une robe argentée qui avait l'air chère mais criarde. Elle riait de faux rires avec la femme d'un sénateur. Quand elle nous a vus, son sourire a vacillé. Ses yeux ont scanné la robe de Sarah, cherchant un fil lâche, une couture bon marché. Elle n'a rien trouvé. Ses yeux se sont plissés. Joshua, dit-elle, sa voix serrée. Et Sarah? Vous vous êtes mis sur votre 31. Bonjour, Elena, dit Sarah en souriant doucement. Tu as l'air brillante. La mâchoire d'Elena se crispa. Allez trouver vos places. Table 19. C'est près de la cuisine. Nous ne voulions pas que vous vous sentiez mal à l'aise parmi les cadres. En fait, dis-je en sortant l'invitation. Nous allons juste nous mêler aux gens pour l'instant. J'ai guidé Sarah devant elle dans la salle. La salle de bal était bondée. Les lustres dégoulinaient de cristal. Les serveurs circulaient avec du champagne. J'ai vu mon père près de la scène, entouré d'un groupe de membres du conseil d'administration à l'air nerveux. Il avait l'air en sueur. Il buvait du scotch trop vite. Hunter était au bar, bruyant et odieux, se vantant auprès d'un groupe de jeunes femmes. Alors j'ai dit au flic, « Tu sais qui est mon père ?» disait Hunter, gesticulant avec un verre à martini. Et il m'a laissé partir. Bam. Je me suis dirigé vers le bar. Eau pétillante avec citron vert, ai-je dit au barman. Hunter s'est tourné. Il a regardé mon smoking. Il a cligné des yeux. À qui as-tu loué le smoking, ricana Hunter. Spécial balle de promo? C'est du sur-mesure, Hunter, dis-je en prenant mon eau. Et contrairement à ta voiture, c'est entièrement payé. Hunter rougit. Tu penses que tu es dur parce que tu as eu de la chance avec une faille juridique sur la ferme? Papa va t'écraser ce soir. Il a un plan. Oh, je sais, dis-je. Je suis là pour voir ça. Je me suis éloigné. J'ai senti une vibration dans ma poche. C'était la carte en titane. Un message sur le téléphone connecté. Arthur, le piège est tendu. Le contrôle de l'écran est lié à votre appareil. Quand vous serez prêt, monsieur. J'ai serré la main de Sarah. C'est presque l'heure. Un carillon a retenti. Les lumières ont baissé. Richard est monté sur le podium. Un projecteur l'a frappé. Il a mis son meilleur sourire de PDG, celui qui avait trompé les investisseurs pendant 20 ans. Mesdames et messieurs, a retenti Richard dans le microphone. Bienvenue au bal Saphir. Ce soir est une nuit de célébration. Ce soir, je suis fier d'annoncer que Sterling Corporation entre dans un nouvel âge d'or. Des applaudissements épars ont traversé la salle. Les membres du conseil d'administration semblaient sceptiques. Il y a eu des rumeurs, a poursuivi Richard, sa voix tombant à un murmure confidentiel. Des rumeurs de problèmes financiers, des mensonges répandus par nos ennemis. Il m'a jeté un coup d'œil au fond de la salle. Mais je suis ici pour vous dire que nous avons obtenu une nouvelle ligne de crédit illimité d'un fonds souverain privé. L'Empire Sterling est plus fort que jamais. La salle murmura. C'était une grande nouvelle si c'était vrai. Et pour démontrer notre unité, dit Richard en faisant un geste vers moi. Mon fils Joshua a gracieusement accepté de fusionner la succession de son grand-père dans le holding familial. Joshua, lève-toi. Le projecteur a balayé la pièce, me cherchant. Sarah m'a attrapé le bras. Il le fait. Il ment. Je sais, dis-je. Le projecteur m'a trouvé. Je ne me suis pas levé nerveusement. Je me suis levé lentement, boutonnant ma veste. Je n'ai pas fait signe. Je n'ai pas souri. J'ai commencé à marcher vers la scène. Oui, viens ici, mon fils, fit signe Richard, transpirant abondamment maintenant. Viens signer l'accord. J'ai monté les escaliers.
La salle était silencieuse. Je me suis tenu à côté de mon père au podium. Il s'est penché, chuchotant entre ses dents. Joue le jeu ou je tue tes chiens. Souris. J'ai regardé le public. J'ai regardé les équipes de tournage. Puis-je, demandai-je en pointant le microphone. Richard hésita, puis recula, souriant comme un requin. Bien sûr. Dis-leur. J'ai saisi le podium. Mon père a raison sur une chose, dis-je. Ma voix résonna dans l'immense salle. Il y a un nouvel investisseur. Richard hocha la tête de manière encourageante. Mais il a tort sur le reste, continuai-je. Il n'y a pas de fusion. Il n'y a pas d'accord. Le sourire de Richard se figea. Joshua, tiens-toi au script, siffla-t-il. Et je dis, regardant directement la caméra, Sterling Corporation n'entre pas dans un âge d'or. Elle entre en redressement judiciaire. La foule haleta. Qu'est-ce que tu fais? Richard m'attrapa le bras. Sécurité. Sortez-le. Enlevez vos mains de moi, dis-je doucement. J'ai sorti la carte noire. Je l'ai tapée contre le lecteur NFC intégré au pupitre numérique. Bip. Derrière nous, l'écran géant qui affichait le logo Sterling vacilla. Richard se retourna. Le logo disparut. À sa place, une image massive apparut. C'était une photo de caméra de sécurité d'il y a 3 jours. Elle montrait Richard coupant la carte noire avec des ciseaux. Puis un texte apparut en lettres majuscules rouges. Destruction non autorisée d'actifs détectés. Protocole fondateur activé. Tous les actifs gelés. Qu'est-ce que c'est? Hurla Richard. Éteignez ça. Difficulté technique. Il fit signe à la cabine de son, mais les techniciens étaient impuissants. L'écran était verrouillé. Une nouvelle ligne de texte apparut. Détenteur de la dette actuelle, le trust. Fiduciaire actuel, Joshua Sterling. La salle devint mortellement silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. 500 des élites de Chicago fixaient l'écran, puis moi, puis Richard. Toi, chuchota Richard, fixant l'écran. Tu détiens la dette. Je l'ai achetée mardi, dis-je dans le micro. Pendant que tu menaçais de raser ma serre. Mais la carte. Je l'ai coupée. C'était une ordure. La puce fonctionnait toujours, papa, dis-je. Et moi aussi. La réalisation frappa Richard comme un coup physique. Il tituba en arrière, s'agrippant au podium pour se soutenir. L'homme qui avait terrorisé mon enfance, qui m'avait dominé comme un géant, semblait soudain petit. Vaincu. Sécurité, hurla Hunter depuis le sol. Il se précipita vers la scène, le visage rouge de rage ivre. Il l'a piraté. Arrêtez-le. 2 gardes de sécurité costauds commencèrent à se diriger vers moi. J'ai levé la carte. Arthur, dis-je dans mon micro-cravate. Maintenant. Les portes de la salle de bal s'ouvrirent à la volée, mais ce n'était pas la sécurité de l'hôtel. C'était une équipe de 6 hommes en costume sombre avec des oreillettes, suivis de 4 officiers en uniforme du département du shérif. Le vrai shérif, pas celui que Richard prétendait posséder. À leur tête se trouvait un homme en costume gris tenant une mallette. C'était Monsieur Davis, l'avocat. Les gardes de sécurité s'arrêtèrent net. Ils reconnaissaient l'autorité quand ils la voyaient. Hunter se figea à mi-chemin des escaliers. Monsieur Davis monta sur scène. Il ne regarda pas Richard. Il me regarda et hocha la tête respectueusement. Monsieur Sterling, dit Davis dans le microphone, s'adressant à moi. Les documents sont finalisés. La saisie des biens personnels de Richard Sterling a été exécutée en raison de la violation de l'accord de dette. Saisie. Helena hurla de la table 19. Elle se leva, renversant un verre de vin. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous vivons là-bas. Plus maintenant, Madame Sterling, dit Davis calmement. Les serrures ont été changées il y a 10 minutes. Richard se jeta sur moi. C'était un mouvement désespéré et maladroit. Espèce de bâtard ingrat. Je t'ai donné la vie. Je l'ai esquivé facilement. Il a trébuché et est tombé sur le sol de la scène.
Les caméras ont flashé de manière aveuglante. Le grand Richard Sterling rampant sur le sol du Ritz-Carlton. « Tu ne m'as rien donné, dis-je en le regardant de haut. Grand-père m'a donné un héritage. Tu as essayé de le jeter à la poubelle. » Je me suis tourné vers le shérif. « Shérif, je crois qu'il y a des mandats en suspens pour détournement de fonds concernant le fonds de pension. » Le shérif s'avança. « Richard Sterling, vous êtes en état d'arrestation pour fraude sur les valeurs mobilières et détournement de fonds. » Ils l'ont relevé. Les menottes ont cliqué. Ce son, métal sur métal, était plus fort que les applaudissements ne l'avaient été. « Joshua » hurla Richard alors qu'il l'emmenait. « Arrange ça. Je suis ton père. Utilise la carte. Paie-les. » Je l'ai regardé partir. Je ne me sentais pas heureux. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais juste libéré. Hunter se tenait sur les escaliers, tremblant. Il m'a regardé, puis a regardé la sortie où son père venait de disparaître. « Tu as tout ruiné » chuchota Hunter. « Non, Hunter, dis-je. J'ai juste arrêté de payer pour l'illusion. » J'ai regardé la foule. Ils me fixaient avec un mélange de peur et de respect. C'étaient les mêmes personnes qui m'avaient ignoré pendant des années. Maintenant, ils se demandaient s'ils me devaient de l'argent eux aussi. « C'est ma tournée » dis-je dans le micro. « Profitez de la soirée. » Je suis descendu de scène. La salle de bal était chaotique, mais un chemin s'est ouvert pour Sarah et moi alors que nous marchions vers la sortie. Les gens reculaient en chuchotant, « C'est Joshua Sterling. Il possède tout le truc. Avez-vous vu le visage de son père ?» Elena a essayé de nous intercepter près de la porte. Son mascara coulait. Elle m'a attrapé la manche. « Josh, chérie » a-t-elle supplié, sa voix tremblant d'une fausse douceur qui m'a fait frissonner. « Tu sais, je n'avais rien à voir avec ça. C'était tout Richard. Il m'a fait dépenser l'argent. Je peux témoigner contre lui. Ne prends juste pas la voiture. S'il te plaît. J'ai besoin de la voiture. » J'ai regardé sa main sur ma manche. Le bracelet en diamant qu'elle portait avait été acheté avec de l'argent destiné au fonds de pension des employés. « Elena » dis-je doucement en retirant sa main. « La voiture appartient à l'entreprise. L'entreprise appartient au trust. Et le trust n'aime pas les voleurs. Je suis ta mère, siffla-t-elle. Ma mère est enterrée à la ferme que tu as essayé de vendre, dis-je. Au revoir, Elena. Nous sommes sortis dans l'air frais de la nuit. Le valet a amené la Porsche. Je lui ai donné un pourboire de $100. Alors que nous nous éloignions, laissant les lumières du Ritz-Carlton derrière nous, Sarah expira un souffle qu'elle semblait retenir depuis des heures. « Ça va » demanda-t-elle. J'ai serré le volant. L'adrénaline s'estompait, laissant un étrange vide. Je ne sais pas. Je pensais que je me sentirais mieux de le voir tomber. C'était pathétique. C'était nécessaire, dit Sarah. Il nous aurait détruits, Josh. Il aurait détruit la ferme. Je sais, dis-je. Mon téléphone a sonné. C'était Arthur. Monsieur Sterling, dit Arthur. Les actifs ont été sécurisés. Le conseil d'administration a prévu une réunion d'urgence pour lundi matin. Il souhaite vous élire président. Je ne veux pas être président, dis-je immédiatement. Je suis architecte paysagiste, Arthur. Je ne veux pas m'asseoir dans une tour de verre. Compris, dit Arthur. Cependant, vous possédez 51%. Vous pouvez nommer un mandataire ou vous pouvez changer l'entreprise. Changer l'entreprise. Votre grand-père a toujours détesté que l'entreprise arrête de construire des choses et commence à déplacer de l'argent. Peut-être pouvez-vous la ramener à ses racines. J'ai pensé à ça. J'ai pensé à la pépinière, aux arbres, au sentiment de créer quelque chose qui durait. Nous en parlerons lundi, Arthur, dis-je. Pour l'instant, je rentre chez moi. Très bien, monsieur. Oh, et monsieur Sterling? Oui. Votre grand-père aurait été très fier ce soir. Il disait toujours, les calmes sont les dangereux. J'ai raccroché. Nous sommes rentrés à la ferme en silence. Quand nous sommes arrivés dans l'allée, il était minuit. La lune était pleine, illuminant le verre brisé de la serre.
Cela ressemblait à une cicatrice sur la terre, mais les cicatrices guérissent. Je suis sorti de la voiture. J'ai marché vers la fenêtre brisée. J'ai ramassé un morceau de verre. J'ai sorti la carte noire. Le ruban adhésif commençait à se décoller du bord où je l'avais réparé il y a quelques jours. Ce n'était que du plastique et du métal, mais c'était aussi un bouclier. Josh, appela Sarah depuis le porche. Rentre. C'est fini. J'ai regardé les champs. Ils étaient en sécurité. La tombe de maman était en sécurité. Ouais, dis-je. C'est fini. Mais en montant les marches, je savais que ce n'était pas vraiment fini. Posséder un empire attire de nouveaux loups. Mais cette fois, je n'étais pas un mouton. J'étais le berger, et j'avais un très gros bâton. 3 mois. C'est environ 90 jours ou 2160 heures. Cela semble long, mais quand on démantèle un mensonge vieux de 40 ans, cela ressemble à un clin d'œil. La plupart des gens pensent que quand on gagne, quand les méchants sont arrêtés et qu'on a l'argent, le générique défile et tout le monde vit heureux pour toujours. C'est Hollywood. La vraie vie est plus désordonnée. La vraie vie, c'est ce qui se passe après que les voitures de police sont parties et qu'on reste debout dans les décombres avec un balai à la main. Le lundi matin est arrivé comme un train de marchandises. Je n'ai pas pris l'hélicoptère qu'Arthur m'avait proposé. Je n'ai pas pris de limousine. J'ai conduit mon Ford F-150 en ville. Il était toujours rouillé au niveau des passages de roues. Il cliquetait toujours quand je dépassais les 60 000 par heure. Mais quand je suis entré dans le parking souterrain de la Sterling Tower, le gardien de sécurité ne m'a pas fait signe de partir. Il s'est levé, a ajusté sa cravate et a ouvert la barrière. « Bonjour, monsieur Sterling, dit-il. Il avait l'air nerveux. « Bonjour, Frank, dis-je. Comment va la hanche ?» Frank cligna des yeux. Il travaillait là depuis 10 ans, et Richard n'avait jamais appris son nom, encore moins demandé des nouvelles de son opération. C'est mieux, monsieur. Merci. Je me suis garé à la place marquée PDG. Mon camion avait l'air ridicule à côté des Mercedes et BMW élégantes des autres cadres. De l'huile coulait sur le béton immaculé. Je m'en fichais. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Les portes se sont ouvertes et le silence m'a frappé. Habituellement, cet étage bourdonnait d'assistants faisant des courses pour mon père, de téléphones sonnant, du bruit de la suffisance. Aujourd'hui, c'était un cimetière. Arthur m'attendait dans la salle de conférence. Ce n'était plus une voix désincarnée au téléphone. C'était un homme réel, grand, impeccable dans un costume gris avec des cheveux argentés et des yeux qui avaient tout vu. « Monsieur », dit Arthur avec une légère inclinaison. Le conseil est réuni. J'ai regardé à travers les parois de verre. 12 hommes et femmes en costume étaient assis autour de la table en acajou. C'étaient les gens qui avaient permis à mon père d'agir. Ils avaient regardé ailleurs pendant qu'il pillait les fonds de pension. Ils avaient signé les faux audits. Ils avaient ri à ses blagues et bu son scotch pendant que l'entreprise brûlait. Je suis entré. Je portais un jean propre, une chemise boutonnée et mes bottes de travail. Ils se sont levés. C'était instinctif. Ils sentaient le changement de pouvoir. « Asseyez-vous », dis-je. Je ne me suis pas assis en bout de table. Je me suis appuyé contre la fenêtre, regardant la skyline de Chicago. « Monsieur Sterling », commença l'un d'eux, un homme nommé Henderson, le directeur financier. « Nous tenons à vous assurer que nous n'étions pas au courant des manœuvres financières spécifiques de Richard. Nous avons été victimes de sa tromperie également. » Je me suis tourné pour le regarder. « Henderson, vous avez signé les rapports trimestriels. Vous avez approuvé le bail de la Lamborghini pour un consultant et qui s'est avéré être mon frère de 25 ans. » Henderson a pâli. C'était classé comme dépense marketing. « C'est fini, dis-je. Tout ça. Les jets privés, les galas, les frais de consultation pour les membres de la famille. La Sterling Corporation que vous connaissiez est morte. » Mais le marché, protesta un autre membre du conseil. Si nous montrons de la faiblesse, l'action va s'effondrer. Nous avons besoin d'une stratégie. Nous devons présenter ça sous un bon jour. Nous ne présentons rien, dis-je. Nous élaguons. Cet après-midi-là,
J'ai viré toute la direction. 7 cadres. Je leur ai donné 10 minutes pour vider leur bureau. La sécurité les a escortés dehors. C'était brutal, oui, mais un arbre dont le tronc est pourri ne peut pas être sauvé en taillant les feuilles. Il faut couper le tronc. J'ai passé les semaines suivantes à creuser. C'était pire que ce qu'Arthur m'avait dit. Mon père n'avait pas seulement emprunté de l'argent. Il avait vidé l'entreprise de sa substance. Il avait vendu les droits fonciers de nos centres de distribution. Il avait arrêté de financer la RD il y a 5 ans. Il menait un jeu de bon taux, déplaçant l'argent d'un compte à l'autre pour payer les intérêts des prêts d'hier. Je travaillais 18 heures par jour. Je ne le faisais pas pour l'argent. J'avais la carte noire pour ça. Je le faisais pour les 3000 employés qui faisaient réellement le travail. Les ouvriers d'usine, les chauffeurs, les responsables logistiques. C'étaient eux qui perdraient leur maison si le navire coulait. J'ai utilisé le capital du trust pour racheter la dette. J'ai refinancé les prêts prédateurs. J'ai rétabli le fonds de pension, comblant le trou que mon père avait creusé avec 50 millions de dollars des dividendes accumulés de grand-père. Et puis je suis allé les voir. Richard avait été libéré sous caution en attendant son procès. Il était assigné à résidence, mais comme la banque avait saisi le manoir et le Penthouse, il n'avait nulle part où aller. J'avais arrangé un petit appartement pour lui dans le quartier sud. C'était propre, c'était sûr, mais c'était petit. Une chambre, une salle de bain, une kitchenette. Pas de vue. J'ai frappé à la porte. Elena a ouvert. Elle ne portait plus de haute couture. Elle portait un pantalon de survêtement. Ses cheveux étaient tirés en un chignon désordonné. Sans le maquillage coûteux et les bijoux, elle avait l'air plus vieille, fatiguée. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-elle craché. « Venu jubiler ?»« J'ai apporté des courses » dis-je en levant un sac en papier. Elle a fixé le sac. La fierté luttait avec la faim dans ses yeux. Les tribunaux avaient gelé tous leurs avoirs. Ils n'avaient aucun accès à l'argent liquide. « Nous n'avons pas besoin de ta charité » a-t-elle dit. Mais elle s'est écartée pour me laisser entrer. L'appartement sentait le café rassis et le ressentiment. Richard était assis dans un fauteuil inclinable, fixant une petite télévision. Il semblait rétréci. La fanfaronnade, la voix tonitruante, la présence physique, tout était parti. Il n'était qu'un homme en cardigan. « Bonjour, papa » dis-je. Il n'a pas détourné le regard de la télé. « Sors. » Je voulais juste m'assurer que vous étiez installé, dis-je en posant les courses sur le comptoir. L'avocat dit que le procès est prévu pour novembre. Richard a ri, un son sec et rauque. Il s'est enfin tourné pour me regarder. Ses yeux étaient cernés de rouge. « Tu te crois malin, hein » a-t-il ricané. Jouer au héros, sauver l'entreprise. J'ai sauvé les employés, ai-je corrigé. J'ai sauvé l'héritage. Héritage. Richard s'est levé, tremblant mais en colère. J'ai bâti ce nom. J'ai mis Sterling sur la carte. Ton grand-père était un fermier qui a eu de la chance avec des brevets. C'était moi l'homme d'affaires. Tu étais un joueur, dis-je calmement. Et tu as parié avec de l'argent qui n'était pas le tien. Je le faisais pour toi, a-t-il crié. Pour Hunter. Pour vous donner une vie. Non, dis-je. Tu le faisais pour les applaudissements. Tu voulais être l'homme de l'année. Tu voulais la Rolls-Royce. Tu te fichais de nous. Si tu t'étais soucié, tu n'aurais pas coupé cette carte. Tu n'aurais pas essayé de voler ma ferme. Richard s'est affaissé dans le fauteuil. Ce n'est pas juste, a-t-il marmonné. J'étais si proche. Une affaire de plus. J'avais juste besoin d'une affaire de plus. Je l'ai regardé et j'ai réalisé qu'il ne comprendrait jamais. Il était incapable de voir sa propre faute. Dans son esprit, il était la victime. J'étais le méchant qui avait tiré le tapis. Où est Hunter, ai-je demandé à Elena. Il est parti, dit-elle en allumant une cigarette d'une main tremblante. Il ne pouvait pas supporter les dimensions de cet endroit. Il loge chez un ami. Un ami? J'ai haussé un sourcil. Hunter n'avait pas d'amis. Il avait un entourage. Et les entourages ne restent pas quand la carte de crédit est refusée.
J'ai trouvé Hunter 2 jours plus tard. Il n'était pas avec un ami. Il dormait dans sa voiture, pas la Lamborghini, qui avait été saisie le soir du gala, mais une vieille Honda Civic qu'il avait achetée avec l'argent de la mise en gage de ses montres. Je l'ai trouvé garé derrière un restaurant ouvert 24h24. J'ai tapé à la vitre. Hunter s'est réveillé en sursaut. Il avait l'air terrible. Mal rasé, cheveux gras, portant un sweat à capuche de créateur taché de ketchup. Il a baissé la vitre. Va-t'en, Josh. J'ai un démon de pneus ici. Je suis sûr que oui, dis-je. Ouvre la porte. Il a hésité, puis l'a déverrouillée. Je me suis assis sur le siège passager. La voiture sentait le fast-food et l'odeur corporelle. Joli bureau, dis-je. Va te faire foutre, marmonna Hunter. Je suis juste entre deux endroits. Je travaille sur une start-up. Crypto. Ça va être énorme. Hunter, dis-je. Arrête. Je n'ai pas besoin de ton aide, a-t-il crié en frappant le volant de la main. Les larmes lui montaient aux yeux. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Tu penses que tu vaux mieux que moi parce que grand-père te préférait. Grand-père ne me préférait pas, dis-je. Il me faisait juste confiance pour travailler. Il savait que tu te noyais, Hunter. Papa t'a appris que l'argent est magique. Ce n'est pas le cas. C'est juste du carburant. Si tu n'as pas de moteur, le carburant te brûle vif. J'ai fouillé dans ma poche. Je n'ai pas sorti la carte noire. J'ai sorti une carte de visite. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Hunter en s'essuyant le nez. C'est un contact pour un chef d'équipe que je connais. Dans l'aménagement paysager. Hunter m'a fixé. Tu veux que je tonde des pelouses ? Non, je veux que tu apprennes à poser de la pierre. L'aménagement paysager est un travail brutal. Ton dos te fera mal. Tes mains saigneront. Tu me détesteras tous les jours. Pourquoi je ferais ça ? Parce que ça paie $20 de l'heure, dis-je. Et parce que pour la première fois de ta vie, quand tu iras dormir le soir, tu sauras que tu as mérité ce sommeil. Personne ne te l'a donné. Tu l'as pris à la terre. Hunter a regardé la carte. Il a regardé ses mains tremblantes. Je ne peux pas, a-t-il chuchoté. Tout le monde va se moquer de moi. Le Hunter Sterling creusant des fossés. Laisse-les rire, dis-je. Les gens qui rient ne sont pas tes amis. Et les gens qui te respectent pour ça. Ce sont ceux que tu gardes. J'ai ouvert la porte pour partir. Josh, a-t-il appelé. Je me suis arrêté. Est-ce que papa a vraiment volé l'argent de la pension ? Je l'ai regardé en arrière. Ouais, il l'a fait. Hunter a hoché la tête lentement. Il a baissé les yeux sur la carte de visite. Le chef d'équipe sait-il que je suis ton frère ? Non, dis-je. Je lui ai dit que ton nom est Hunt. Et je lui ai dit que si tu es en retard, de te virer. J'ai fermé la porte. La partie la plus difficile n'était pas de traiter avec les méchants. C'était de gérer le changement en moi-même. J'avais de l'argent maintenant. De l'argent infini, effectivement. J'aurais pu acheter un yacht. J'aurais pu acheter une île. Mais chaque fois que je regardais cette carte en titane, j'en sentais le poids. Sarah et moi sommes restés dans la ferme. Nous avons réparé la serre. Nous avons remplacé le toit, mais nous n'avons pas agrandi. Nous n'avons pas construit de portail. Une nuit, Arthur m'a appelé. Monsieur, dit-il, j'ai une question concernant le dividende annuel du trust. Il est d'environ 60 millions de dollars cette année. Où souhaitez-vous qu'il soit alloué ? J'étais assis sur le porche à regarder les lucioles. Arthur, savez-vous quel était l'arbre préféré de mon grand-père ? Le chêne, monsieur. Plus précisément, le chêne à gros fruits. Parce qu'il pousse lentement, dis-je, et ses racines vont profondément. Arthur, je veux lancer une nouvelle division du trust. Nous allons construire des écoles de métiers, pas des universités. Des écoles pour charpentiers, électriciens, plombiers, agriculteurs. Frais de scolarité gratuits. Mais ils doivent construire des maisons pour les sans-abri dans le cadre de leur projet de fin d'études. Une économie circulaire de la philanthropie, songea Arthur. Samuel aurait aimé ça.
Et Arthur? Oui, monsieur. La Porsche, est-elle prête? Elle est garée dans votre grange, monsieur. Les mécaniciens ont terminé le réglage final il y a 1 heure. J'ai raccroché. J'ai marché jusqu'à la grange. Sous la bâche, la Porsche 911 Turbo de 1988 brillait au clair de lune. Elle était parfaite. Pas accent grave l'œil comme une nouvelle Ferrari. C'était une machine à but précis. J'ai ouvert la porte et je me suis assis à l'intérieur. J'ai passé ma main sur le volant. J'ai ouvert la boîte à gants. Je voulais y mettre les papiers d'immatriculation, mais il y avait déjà quelque chose, une lettre. Elle n'était pas dans une enveloppe. C'était juste un morceau de papier jaune plié glissé dans le manuel du propriétaire. Je l'ai déplié. L'écriture était incomparable. Grand-père Samuel. Joshua, si tu lis ceci, cela signifie 2 choses. 1. Je suis mort. Et 2. Tu as enfin réparé cette foutue voiture. Je savais que tu le ferais. Richard voulait la vendre à la ferraille. Il disait qu'elle était trop vieille, trop d'ennuis. C'est la différence entre toi et ton père. Il voit la rouille. Tu vois le métal en dessous. Je te laisse la carte non pas parce que je t'aime plus, mais parce que tu es le seul à ne pas en avoir besoin. Tu es déjà riche, Josh. Tu as des mains qui peuvent construire. Tu as un cœur qui peut pardonner. Tu as une femme qui t'aime pour toi, pas pour le nom. L'argent dans le trust n'est pas le cadeau. Le cadeau est la liberté de dire non. Dire non à la cupidité. Dire non à la solution de facilité. Dire non au fait de les laisser te briser. Conduis vite, petit, mais garde les yeux sur la route. Grand-père. Je me suis assis dans la grange sombre sur le siège conducteur d'une voiture de 40 ans. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour le vieil homme qui m'a vu quand je me sentais invisible. J'ai pleuré pour le père que je n'ai jamais vraiment eu. Et j'ai pleuré parce qu'enfin, la guerre était finie. 6 mois plus tard, les saisons ont tourné rapidement dans le Wisconsin. Le vert luxuriant de l'été avait cédé la place au rouge et or brûlant de l'automne. Et maintenant, le premier gel de l'hiver poudrait les champs. Je me tenais à la limite de la propriété, regardant la nouvelle expansion. Ce n'était pas un développement de condos. Ce n'était pas un centre commercial. C'était un verger. 5000 pommiers plantés en rangées militaires nettes s'étendant à perte de vue. Et au milieu, un grand bâtiment à charpente en bois avec de la fumée s'échappant de la cheminée, l'école d'agronomie Sterling. J'ai ajusté mon écharpe. Le vent était mordant, mais je l'aimais bien. Il semblait réel. Papa. Je me suis retourné. Un petit garçon, à peine 3 ans, courait vers moi dans une combinaison de neige bouffante qui le faisait ressembler à une guimauve ambulante. Ce n'était pas mon fils. Sarah était encore enceinte de 6 mois de notre premier. C'était Liam, le fils de l'une des étudiantes de l'école. Je l'ai pris dans mes bras. Et, mon pote. Où est ta maman? Elle conduit le tracteur. Liam pointa avec excitation vers les champs. J'ai souri. Sa maman était une mère célibataire de Chicago qui avait perdu son emploi lorsque les précédentes sociétés écrans de mon père avaient implosé. Elle était l'une des premières candidates au programme. Elle apprenait à gérer les niveaux de pH du sol et les porte-greffes. Elle avait un avenir maintenant. Sarah s'est approchée derrière moi, enroulant ses bras autour de ma taille. Elle a posé son menton sur mon épaule. Tu ressembles à un seigneur surveillant son royaume, a-t-elle taquiné. Pas un royaume, dis-je en posant Liam pour qu'il puisse retourner en courant vers le bâtiment. Un jardin. Les royaumes tombent. Les jardins poussent. Arthur a appelé, dit Sarah doucement. Le verdict du procès est tombé. Je me suis légèrement raidi. Je n'étais pas allé au tribunal. Je ne pouvais pas regarder. Et coupable sur tous les chefs d'accusation, dit Sarah. 12 ans sans liberté conditionnelle. 12 ans. Richard aurait 74 ans à sa sortie. Il manquerait la naissance de son petit-fils. Il manquerait la floraison du verger. Il serait assis dans une cellule en béton entouré d'hommes qui se fichaient de ses costumes sur mesure ou de ses galas mondains. Et Elena? Probation. Travaux d'intérêt général. Elle déménage en Floride pour vivre avec sa sœur.
Et Hunter? Sarah sourit, un sourire sincère. C'est la partie intéressante. Il n'a pas démissionné. Je l'ai regardé. Vraiment? Le chef d'équipe m'a appelé, a dit que Hunter est le gars le plus lent de l'équipe, et il se plaint plus que n'importe qui d'autre, mais il se présente tous les matins à 6 heures. Il fait le travail. Josh? J'ai senti un nœud dans ma poitrine se desserrer. Peut-être qu'il y avait encore de l'espoir pour le nom Sterling. Pas le nom de l'entreprise, mais le sang. On devrait aller le voir, dis-je. Peut-être pas aujourd'hui, mais bientôt. Peut-être lui payer une bière. Une pas chère, rit Sarah. Allez. La cérémonie commence. Nous avons marché vers le bâtiment à charpente en bois. C'était aujourd'hui l'ouverture officielle de l'école. Il n'y avait pas d'équipe de journalistes, pas de paparazzi, pas de tapis rouge. Juste les étudiants, leurs familles et les instructeurs. Je suis entré. L'odeur de la sûre et du cidre de pomme remplissait l'air. C'était la meilleure odeur du monde. Arthur était là, debout dans le coin, essayant de passer inaperçu dans un manteau en cachemire. Il m'a fait un signe de tête. Je suis monté sur le petit podium. Il n'était pas fait de verre et d'acier comme celui du Ritz-Carlton. Il était fait de chêne brut construit par les étudiants. La pièce s'est tue. J'ai regardé les visages dans la foule. Des gens cherchant une seconde chance. Des gens à qui l'économie, leur patron, la société avait dit qu'ils étaient des ordures. Mon grand-père, commençais-je, ma voix stable, m'a fait un cadeau une fois. C'était un morceau de plastique. Mon père pensait que c'était des ordures parce que c'était vieux et rayé. Il l'a coupé en deux. J'ai sorti les deux moitiés de la carte noire originale de ma poche. Elles étaient toujours scotchées ensemble avec ce ruban adhésif jaunissant. J'avais encadré la nouvelle carte en titane dans mon bureau, mais je portais celle-ci sur moi. Il ne comprenait pas que la valeur n'est pas une question de brillance, dis-je. La valeur, c'est ce que quelque chose peut faire. Cette carte, elle pouvait ouvrir des portes, mais elle ne pouvait pas construire cette école. L'argent n'a pas construit ça. Vous l'avez fait. J'ai levé la carte scotchée. Nous vivons dans un monde obsédé par l'emballage, leur ai-je dit. Nous voulons la voiture flashy, la photo Instagram parfaite, le titre. Nous pensons que si nous avons l'air riches, nous sommes riches. Mais j'ai vu ce qui se passe quand on enlève ça. J'ai vu un homme avec une Rolls-Royce pleurer parce qu'il n'avait plus d'âme à vendre. J'ai regardé Sarah. Elle rayonnait, sa main posée sur son ventre. La vraie richesse, dis-je, c'est la capacité de dormir la nuit. C'est la capacité de regarder un terrain et de voir un verger. C'est la capacité d'être brisé, coupé en deux comme cette carte, et de se ressouder et de fonctionner encore. J'ai remis la carte dans ma poche. Bienvenue à Sterling Route, dis-je. Maintenant, au travail. Les applaudissements n'étaient pas polis. Ils étaient bruyants. Ils étaient réels. Plus tard dans la soirée, après le départ du dernier étudiant, j'ai sorti la Porsche. J'ai conduit sur les routes de comté, le soleil se couchant derrière les collines, peignant le ciel en violet et orange. Le moteur de la 911 bourdonnait derrière moi, une symphonie mécanique. J'ai changé de vitesse, sentant la connexion entre l'homme et la machine. J'ai pensé au voyage, à la colère aux funérailles, au choc au distributeur, à la peur quand les pierres ont frappé la serre, au triomphe au gala. Ça semblait être il y a une éternité. Je me suis arrêté au sommet d'une colline qui surplombait la ferme. J'ai coupé le moteur. Le silence de l'hiver du Wisconsin s'est installé autour de moi. J'ai sorti la carte scotchée une dernière fois. J'ai pensé à la garder pour toujours. Un trophée. Mais je me suis souvenu de la lettre de grand-père. Le cadeau est la liberté de dire non. Je n'avais plus besoin de la carte pour me rappeler qui j'étais. Je n'avais pas besoin du rappel de la cruauté de mon père. J'avais le verger. J'avais l'école. J'avais mon frère qui retrouvait lentement son chemin hors de l'abîme. J'avais Sarah. J'ai baissé la vitre. L'air froid s'est engouffré. J'ai décollé le ruban adhésif de la carte. Les deux moitiés se sont séparées dans ma main. J'ai regardé la puce, l'accès illimité. Merci, grand-père, chuchotai-je. Je ne l'ai pas jeté.
J'ai placé les 2 moitiés dans le cendrier de la voiture. Je les garderai, mais pas comme une arme. Comme un souvenir. Un rappel que les choses peuvent être brisées et avoir quand même de la valeur. J'ai démarré la voiture. Les phares ont coupé l'obscurité. J'ai fait demi-tour et je suis rentré chez moi. Sarah attendait. Le dîner était sur le feu. Et demain, j'avais des arbres à planter. Je suis Joshua Sterling. J'étais le jardinier. Maintenant, je suis le propriétaire. Mais en réalité, je suis juste le gars qui a appris qu'on ne peut pas juger un livre à sa couverture. Et on ne peut certainement pas juger un homme à sa carte de crédit. Parce qu'à la fin, le plastique casse. Mais les racines vont profondément. Nous avons atteint la fin du voyage de Joshua. Et quel voyage cela a été! De l'humiliation d'un salon funéraire à la victoire tranquille d'un verger de pommiers. L'histoire de la carte noire est un fantasme sur la richesse illimitée. Oui, nous rêvons tous de trouver ce distributeur magique qui dit illimité. Mais fondamentalement, ce n'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire de valeur contre prix. Richard Sterling connaissait le prix de tout, le coût d'une Rolls-Royce, la valeur d'une action, le coût de funérailles, mais il ne connaissait la valeur de rien. Il a jeté l'héritage de son père parce qu'il ressemblait à des ordures. Il a sous-estimé son fils parce que Joshua portait des bottes de travail au lieu de cuir italien. Joshua, en revanche, a compris que la vraie richesse n'est pas ce que l'on dépense, c'est ce que l'on construit. Il a utilisé l'argent non pas pour échapper à sa vie, mais pour l'approfondir. Il n'a pas acheté une nouvelle identité. Il a renforcé celle qu'il avait déjà. Il y a une leçon puissante ici pour nous tous. Surtout dans un monde qui nous dit constamment que nous avons besoin de plus pour être heureux. Plus de j'aime, plus d'abonnés, plus de zéro sur le compte en banque. Mais les choses qui ont réellement soutenu Joshua quand la tempête a frappé étaient ses compétences, la loyauté de sa femme et la confiance de son grand-père. Ce sont des actifs qu'aucun krach boursier ne peut enlever. J'aimerais connaître vos pensées à ce sujet. Si vous aviez cette carte illimitée pour une journée, mais que vous ne pouviez pas la dépenser pour vous-même, que vous ne pouviez l'utiliser que pour construire quelque chose ou aider quelqu'un, que feriez-vous? Construiriez-vous une école comme Joshua? Rembourseriez-vous les dettes de vos parents? Sauveriez-vous une entreprise locale? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Pero el Julie, ¿por qué no se conecta? No es porque ya me da igual si ahí está la casa, o sea, pero si se conectara sería otra cosa. ¿Me entiendes? Igual que Jesus. En la comunidad en la que estamos, ¿por qué vamos a dejar estructuras que literalmente no tienen forma, ni pie ni cabeza? Exacto. ¿Por qué las vamos a dejar? Estructuras, armo varias estructuras que son mías, que tienen pie que son bonitas. Por ejemplo, el tronco de mi casa. Ok, está bien, pero ¿por qué el tronco justo al lado de tu casa? ¿Lo hubieras puesto en otro lado? Literalmente. Porque me daría pereza pasar mis cofres a otro lado. Pero es que ya estás pasando los cofres a otro lado ya. Sí, pero así me queda más sencillo. ¿Por qué si hay TP? Y así se nota que es mi casa, es mi zona. Ok. El tronco no está ni grande, el tronco me parece chiquito. No, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que lo de Amin, nada más. Pero a mí quiso, me quiero. Él podía haber dicho que no. Bueno, ¿ya dejaron de pelear? Es como, mira, Víctor, es como si mi casa está ahí, ¿no es cierto? Mi casa está ahí, ¿no es cierto? Ok. Y pongo una estructura aquí enfrente de tu tronco. Grande, tapándolo. Ok. Porque literalmente eso hiciste, porque Amin dijo... Escúchame, vente. Porque Amin dijo, ¿por qué voy a sacar toda esta montaña? Dijo, si él quería que estuviera más arriba. Entonces, él iba a rellenar este hueco. Pero yo no sabía eso. Y él tampoco sabía que ibas a hacer un tronco gigante. Pues no es mi problema.
¿Qué opinas, Cas? Pues yo- Bueno, ya ¿Tú te pasó, estás ya. quejando? Mira, mira, te estás quedando tú y no el dueño de esta casa. Porque yo lo veo por por los pobladores. Nada más. Aquí hay justicia, es como que mucho poder, Víctor, ¿eh? Pero yo no tengo Le poder. voy a decir a Webity que te mueva el árbol atrás de tu casa. No, no me voy a olvidar, güey. Mire, si quieren, quito la casa de No, atrás. ya no vale, ya no vale, ya no vale. Ya está, ¿Y qué ya no hacemos? vale. Pues si a mí se me mueve el árbol, que quiten la casa acá. Más encima estoy escuchando canciones tristes. ¿Qué? Si a mí se me mueve el árbol, acá se le va a quitar la casa. No, yo estoy escuchando muchas peleas. Yo voluntariamente voy a pedirle a los huevos que manden mi casa para otro lado, entonces. Pero si el tiro que comenzó. Mira, yo ya me disculpé con Amin. Es que yo no entiendo, ya me disculpé con Amin, yo lo siento, le di la idea de que me podía irme a otro sitio. O sea, Es que, yo, Cas, Ajá. es que ponte los zapatos de Amin, mira. El tipo se conecta y tiene, supuestamente su idea era expandirse aquí, todo esto, ya bien bacano. Y, y, pero le y, vamos a quitar la casa a Yuli para que haga ahí su zona. Y mira, y está mejor. Y es una Vea, yo iglesia. solo sé que se me está yendo el tiempo. ¿cuánto te queda? Como 3 horas y media, ya me queda muy poquito. Bueno, váyanse con su dungeon. Yo me voy. Mira, tampoco te las des de víctima, ¿de acuerdo? Mira, Ey, ey, pero es que no, Es que si mira, los dos están contra mí. no. Siempre es lo mismo. Siempre que te dicen algo, tú te ofendes. No estoy ofendido. Sí. Te haces la víctima. Es que por